On continue, cette fois-ci on va voir le théorème de Cauchy ou théorème de Cauchy-Goursin qui va nous permettre de déduire la formule de Cauchy. Donc le théorème est le suivant. Donc on fixe U un ouvert convexe. On isole un point, alors si jamais j'ai besoin de mes notes, comment on appelle, Z0. On isole un point de cet ouvert. Et il y a un point exceptionnel, on verra pourquoi on fait ça quand on démontrera la formule de Cauchy. Et on prend une fonction de U dans C, telle que f soit continue sur U tout entier, et holomorphe partout, donc c'est-à-dire c'est dérivable pour nos définitions, partout, sauf peut-être au point Z0. Et la conclusion, c'est que... j'ai bien supposé que c'était convexe ici. Alors pour tout lacet, donc un chemin continu, c'est un par morceau tel que gamma de A égale gamma de B. Pour tout lacet, gamma contenu dans U, dont l'image est contenue dans U, l'intégrale sur gamma de f vaut 0. Alors la preuve de cette chose-là, qu'on peut penser à ça comme une forme de réciproque du théorème de Morera, et en fait on va voir que plus tard on pourra vraiment les voir comme des réciproques. Pour l'instant on avait vu si f est d'intégrale nulle sur tous les lacets, ou même dans ce qu'on a fait dans la preuve du théorème de Morera, on avait seulement besoin que f soit d'intégrale nulle sur tous les triangles contenus dans le domaine, et que le domaine était convexe, alors elle avait une primitive holomorphe. Maintenant on dit si elle est holomorphe, alors elle satisfait cette condition. Et la preuve va encore être basée sur des triangles. Donc on va montrer le résultat sur des triangles. Pourquoi ça suffit? Parce que, par ce qu'on a vu avant par Morera, une fois que l'intégrale sur tous les triangles vaut 0, alors, donc ça c'était ce qui vient de la preuve du Morera, une fois que l'intégrale sur des triangles vaut 0, alors la fonction admet une primitive holomorphe, et du coup l'intégrale sur n'importe quel lacet vaut 0. Ça c'était une remarque simple. Donc soit T un triangle, ou delta peut-être un triangle. Donc par triangle, je veux dire vraiment l'enveloppe convexe de 3 points, donc c'est le bord du triangle et tout ce qui est à l'intérieur. Et du coup, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est montrer que l'intégrale sur le bord de delta vaut 0. Donc notre but, c'est de montrer que l'intégrale de f sur le bord de delta, de f de z dz. Et on va commencer par le cas... l'étape 1, c'est le cas où Z0 n'est pas dans le triangle. Donc, ce n'est pas un des sommets, mais ce n'est pas non plus un des points intérieurs. Alors, je vais faire le dessin. Essayer de le faire un peu grand. Alors, peut-être ça dépassait trop, ça ne va pas m'aider. Donc, ça, c'est mon triangle delta. Et bon, évidemment, il faut que je choisisse un sens de parcours pour en faire un. Quand on dit ça, à chaque fois l'intégrale sur le bord d'un triangle, ça veut dire qu'on le parcourt dans le bon ordre. Donc, ça, c'est mon intégrale, et je voudrais montrer qu'elle vaut 0, donc je vais faire par l'absurde, et je vais appeler I cette intégrale, je vais essayer d'obtenir une contradiction, je vais appeler I l'intégrale de z dz, et je vais supposer que le module de I est strictement positif, c'est-à-dire que I est non nul. Et je voudrais arriver à une contradiction. J'aime beaucoup cette preuve qui est basée sur un argument géométrique et très joli, qui est de dire qu'on prend les milieux
des sommets de delta et on fait apparaître 4 nouveaux triangles. Donc, je vais noter au hasard delta 1, delta 2, delta 3 et delta 4. Ces triangles sont contenus dans delta, donc on reste dans ce cas-là. Mon point Z0 il est quelque part en dehors, il reste en dehors, ça va être le cas dans toute la preuve. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute les intégrales sur ces triangles? Donc je vais mettre les flèches pour qu'on voit ce qui se passe. Hop, avec les bonnes orientations. Donc quand j'intègre là-dessus, je vois ça. Quand j'intègre là-dessus, je vois ça. Du coup, quand j'intègre là-dessus, si je voulais annuler, ben, je le parcours dans l'autre sens. Et finalement, je vois que celui-là, si je le parcours dans ce sens-là, du coup, avec les bons sens de parcours, quand j'ajoute l'intégrale sur delta 1, plus l'intégrale sur delta 2, plus l'intégrale sur delta 3, plus l'intégrale sur delta 4, tout ce qui reste finalement, enfin sur les bords, pardon, tout ce qui reste, c'est l'intégrale sur le bord de delta. Là, ces flèches, à chaque fois, ça fait des intégrales qui s'annulent. Et le seul endroit où il y a une flèche qui n'a pas de flèche opposée, c'est quand je suis au bord, et j'ai juste sommé les intégrales sur les triangles. D'accord? Donc sur delta 1, je fais ce sens de parcours là, du coup sur delta 2, je fais ce sens de parcours là, sur delta 3, celui-là, et ainsi de suite. On a donc l'intégrale de f sur le bord de delta, une fois qu'on a utilisé les sens de parcours que j'ai mis ici, c'est égal à l'intégrale que j'ai appelé i, c'est l'intégrale de f sur le bord de delta 1 plus l'intégrale sur le bord de delta 2 plus l'intégrale de f sur le bord de delta 4. Donc, il existe un de ces 4 triangles tel que le module de l'intégrale de f sur le bord du triangle correspondant est plus grand que i sur 4. I, c'est une somme le module de i sur 4. I, c'est une somme de 4 choses. Il y en a une qui en module vaut au moins le module de i sur 4. Alors disons que c'est celui-là. Parce que j'ai même de la couleur dans cette maison. Oui, je ne sais pas si ça va se voir. Mais maintenant, on peut refaire la même chose à l'intérieur de ce triangle. Donc j'ai dit que sur celui-là, l'intégrale était grande. Je peux refaire la même chose, redécouper en 4. À l'intérieur d'un de ces triangles, l'intégrale est grande, et ainsi de suite. On produit comme ça une suite de triangles emboîtés. Que je vais noter. Alors comme j'ai déjà noté delta 1 en indice ici, pour qu'on voit que c'est différent delta, je vais les appeler delta n en exposant, avec l'intégrale sur f sur le bord de delta n. Ben, sur le bord de delta 1, c'est plus grand que i sur 4 en module. Sur le bord de delta 2, c'est plus grand que l'intégrale sur le bord de delta 1 divisé par 4. Donc elle est plus grande que i sur 4 à la puissance n. Quand à chaque fois je coupe en 4, et ce que j'ai, c'est plus grand qu'un quart de ce que j'avais à l'étape d'avant. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? Vous voyez, en fait, les triangles que j'obtiens à chaque fois, comme je fais des triangles sur les milieux, j'obtiens des triangles semblables, par Thalès ou sa réciproque, ou je ne sais plus comment s'appelle ce théorème. Ce que j'obtiens, c'est des triangles semblables, en particulier la longueur de delta n, elle est à chaque fois juste divisée par 2, et le diamètre, la plus grande distance entre des points de delta n, est aussi divisé par 2. De toute façon, c'est un triangle. Le diamètre, la plus grande distance entre des points d'un triangle, c'est la longueur du plus grand côté. Donc ici, nos triangles, alors je vais essayer de garder le dessin encore un tout petit peu. Le périmètre de delta n, ça vaut 1 sur 4 puissance n fois, je vais appeler ça P, le périmètre de mon premier triangle delta, et aussi pour tout, je sais pas, z, je ne vais pas encore utiliser ces lettres-là, pour tout z, z' dans delta n, ben, la distance entre z et z',
c'est plus petit que le plus grand côté, et le plus grand côté, c'est plus petit que le périmètre, donc c'est plus petit que ça. OK? Très bien, et maintenant, j'ai fait ça un petit peu tôt, mais l'intersection des delta n, c'est des compacts emboîtés, des fermés emboîtés dont le diamètre tend vers 0. Donc l'intersection de mes triangles, c'est un certain point que je vais appeler z indice infini, puisqu'il a été obtenu au bout d'une infinité d'étapes. Donc ce que je vois, je vais essayer de garder un petit dessin ici, c'est un tout petit triangle qui contient quelque part ce point z infini. Et qu'est-ce qui se passe quand je regarde l'intégrale sur le bord de delta n de f de z dz? C'est aussi l'intégrale sur le bord de delta n de f de z moins, alors quelle notation je vais utiliser? F de z infini moins z infini f prime de z infini dz. Pourquoi? Parce que ça, c'est un lacet, c'est un chemin fermé. L'intégrale d'une constante sur un lacet, ça fait 0. L'intégrale d'un polynôme sur un lacet, ça fait 0. C'est un cas particulier de ce qu'on avait dit sur le fait que l'intégrale d'une fonction holomorphe, une fonction qui admet une primitive sur un lacet, ça fait 0. OK? Mais ça, c'est un petit o du module de z moins z infini. C'est-à-dire quelque chose qui est négligeable devant, quand z rentre dans... z infini est toujours dans les delta n, quand z rentre là-dedans, la distance entre les deux est plus petite que ça, donc c'est négligeable devant le périmètre de delta sur 4 puissance n. OK. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je regarde un module? Donc j'en déduis que le module de l'intégrale sur le bord de delta n de f de z dz, c'est plus petit que la longueur de delta n, donc ce que j'appelais périmètre de delta n, en disant que l'intégrale d'une fonction sur un segment, c'est plus petit que la longueur du segment fois le sub de la fonction, donc c'est plus petit que p de delta n fois le sub de ces trucs-là. Du coup, pardon, je devrais écrire quelque chose. Je vais éviter d'écrire un truc trop abstrait avec des petits o. On fixe un epsilon. Et on a que pour n assez grand, pour tout z dans delta n, f de z moins f de z infini moins z moins z infini f prime de z infini, ce qui est dans l'intégrale, c'est un petit o, on a dit, de ce truc-là, donc c'est plus petit que epsilon ok, c'est plus petit que epsilon fois module de z moins z infini parce que f est dérivable en z infini. Et la distance de z à z infini, c'est plus petit que le périmètre du triangle, qui nous donne ce p delta sur 4 puissance n. Ça nous dit que l'intégrale de f sur le bord de mon triangle delta n en module, c'est plus petit que la longueur de delta n, p de delta de mon premier triangle de départ sur... pourquoi j'ai des 4 puissance n? Je devrais avoir des 2 puissance n pour mon
J'espère que je n'ai pas traîné des 4 puissance n tout du long, donc je vais refaire un petit dessin. Ce qui se passe, j'ai peur d'avoir mis des 4 puissance n pour rien, mais ce qui se passe, c'est que quand je coupe mon triangle, à chaque fois, je le coupe en triangle où j'ai pris les milieux des côtés, donc les longueurs des côtés sont divisées par 2, le périmètre est divisé par 2, pas par 4, c'est un peu crucial ici en fait. Donc j'ai P de delta sur 2 puissance n fois epsilon P de delta sur 2 puissance n, et ça c'est donc plus petit que epsilon fois sur 4 puissance n fois une certaine constante, la longueur de mon triangle. Mais ça, c'est par définition du delta puissance n, c'est plus grand que l'intégrale sur le premier triangle, enfin son module, sur 4 puissance n. Donc mon intégrale est plus petite que epsilon p carré de delta, enfin je vais dire p de delta au carré peut-être. Epsilon fois le périmètre de mon triangle de départ. Ça c'est vrai pour tout epsilon. L'intégrale vaut 0. Donc on vient de démontrer le résultat qu'on souhaitait avoir pour un triangle qui ne contient pas z infini. Et j'ai peur d'avoir mis des 4 puissance n pour rien dans la vidéo, mais bon, c'est un peu tard. Donc on a gagné pour notre cas 1, qui était le cas où z0, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai appelé z infini, n'est pas dans le triangle delta. Le cas 2, c'est z0 étant des sommets. Donc z0, c'est un point qu'on a mis de côté parce qu'on ne savait pas que la fonction était holomorphe. En z0, on ne savait pas qu'elle était dérivable, et du coup, il ne fallait pas que je tombe sur z0 quand je faisais l'intersection de tous mes triangles. Si je tombais sur ces points-là à l'infini, je ne pouvais pas utiliser l'argument sur la dérivée. J'espère que vous admirez cette très belle tasse barbe à ma main. Beaucoup de crédibilité pour l'enseignant. Donc ce cas-là, je vais juste faire des dessins pour conclure. Donc disons que Z0 c'est ce point-ci. Regardons, divisons en triangle. Donc disons que j'ai intégré comme ça, pour me donner un sens. Donc divisons en triangle, hop, 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 tac, tac. Par le cas 1, l'intégrale là-dessus vaut 0. Par le cas 2, l'intégrale là-dessus vaut... Par le cas 1, toujours, pardon, l'intégrale là-dessus vaut 0. Donc finalement, ce qui me reste, si j'appelle ce petit point A et ce petit point B, l'intégrale sur le bord de delta de f de z dz, c'est l'intégrale sur... Et ça, je vais appeler ce petit triangle delta A, B, où A et B sont des points sur ces côtés-là. C'est l'intégrale sur le bord du triangle delta AB de f de z dz. Encore une fois, sur ce triangle z0 est en dehors, donc l'intégrale vaut 0, parce qu'on a fait avant. Sur ce triangle, l'intégrale vaut 0. Du coup, quand je regarde mon intégrale, finalement, tout ce qui reste, c'est ça. Ok, mais maintenant, si on fait tendre A vers z0 et B tend vers z0, l'intégrale sur le triangle delta AB de f de z dz, ça c'est plus petit que le sub de f qui est supposé continu, le sub de f en module. F est supposé continu fois la longueur du triangle, périmètre du triangle, et ça tend donc vers 0. Donc ça nous donne le cas 2, encore une fois. On a un triangle avec z0 comme sommet, on isole z0, on fait apparaître deux triangles qui sont dans le cas 1 où l'intégrale vaut 0. Donc il ne nous reste que ce petit triangle-là qui peut contribuer, mais quand il est tout petit, la contribution est epsilonesque. Et en faisant tendre A et B vers z0, on conclut que l'intégrale
vaut 0, et le cas 3 où z0 est intérieur à delta. Ah, pourquoi j'ai dit... oui, alors intérieur n'est pas un sommet, je devrais dire. Parce qu'il pourrait être sur le bord, mais pas sur un sommet. Ben, il y a deux cas possibles. Bon, qui sont en fait un seul cas, mais... si Z0 est comme ça, ben, je découpe mon triangle, comme on a fait tout à l'heure. L'intégrale sur le triangle, c'est la somme des trois intégrales sur les triangles parcourus dans le bon sens. Par le cas 2, chacune de ces intégrales vaut 0. Et donc l'intégrale vaut 0. L'autre cas, c'est le cas où Z0 est ici. Dans ce cas-là, on découpe seulement en deux triangles. Et l'intégrale, c'est la somme de l'intégrale sur celui-là plus l'intégrale sur celui-là, qui vaut aussi 0. Donc on s'est ramené au cas où Z0 était un sommet en découpant notre triangle. Ok. Et on est maintenant capable d'établir la formule de Cauchy à partir de ça. Ce qui était le but de tous nos efforts. C'est ça qui va finir par nous permettre de dire que les fonctions holomorphes sont développables en série entière, enfin même sont analytiques. Et ça nous permettra de voir qu'en fait, du moment qu'elles sont dérivables une fois, elles sont dérivables une infinité de fois. Très bien, donc formule de Cauchy, qui est la chose la plus importante à retenir sur les fonctions holomorphes. La plupart des grands théorèmes s'en déduisent relativement vite. Donc des grands théorèmes élémentaires qu'on a nous dans notre programme. Je suppose qu'il y a des choses beaucoup plus sophistiquées qui s'en déduisent pas immédiatement. Donc soit U un ouvert convexe, F une fonction holomorphe sur U. Quelles sont mes notations? Oui, gamma, un lacet tel que gamma étoile soit contenu dans U. Alors, pour tout Z qui est dans U mais pas sur le chemin, parce que sinon on va avoir un problème, on a la formule, comment est-ce que je vais l'écrire? Indice de gamma, indice de Z relativement à gamma, fois f de Z, égale 1 sur 2 pi, fois l'intégrale sur gamma de f de xi sur xi moins z dz. Ok, et on verra en particulier, nous, ce qui est le cas le plus important, hein, c'est le cas où on est en train de travailler dans un disque, on sait que f est holomorphe sur ce disque, on prend un point à l'intérieur et on fait juste un cercle, enfin un disque qui contient le point en question, et on applique la formule de Cauchy avec ce disque-là. Ok, maintenant la preuve, ben c'est là que nos efforts précédents, ça nous a coûté un peu de travail d'être obligé de mettre de côté ce point particulier Z0. Ça nous a forcé à faire ce K2 et ce K3 dans notre décomposition en triangle pour la preuve du théorème de Cauchy-Goursat. Mais ça nous a donné la liberté maintenant d'avoir ce point exceptionnel. Bien sûr, plus tard, le point exceptionnel, en fait, la fonction est holomorphe en ce point-là. On verra ça bientôt, mais ça, on ne le savait pas encore. Mais maintenant, on peut définir une fonction... alors, Z a été vendu, donc peut-être l'appeler Z0. Pour pouvoir garder Z comme variable. On regarde une fonction qui a Z associé. Alors, f de z moins f de z0 sur z moins z0, si jamais z n'est pas le point qui m'intéresse, et f' de z0, ici non. Cette fonction-là, elle est holomorphe partout sur U, sauf peut-être
en Z0. Et en Z0, on peut se demander est-ce qu'elle est continue. Qu'est-ce qui arrive quand Z tend vers Z0? Ben ça tend vers ça. Donc G est continu sur U tout entier. Donc ma fonction remplit les hypothèses du théorème de Cauchy-Goursa. Je suis en train d'effacer, donc je le remontre. U est supposé être un ouvert convexe. Comme gamma est un lacet, et qu'on est en train d'intégrer sur notre lacet, on sait, par le théorème de Cauchy-Goursa, que l'intégrale sur gamma de cette fonction-là vaut 0. Du coup, le Z0 n'est pas sur le chemin gamma. Donc, qu'est-ce que j'intègre? J'intègre finalement cette fonction. Alors, sur gamma, le cas qui se produit, c'est tout le temps celui-là. Z0 n'est pas un élément de gamma. Ça me donne quoi? Si je découpe, ça me dit que l'intégrale, il faudrait que j'ai la place de garder cette formule, ça me dit que l'intégrale sur gamma de f de xi sur xi moins z0 d'xi, c'est pas mal, c'est un de ces morceaux-là, c'est exactement, bon alors f0 c'est une constante, c'est exact, f de z0 c'est une constante, je peux le sortir de l'intégrale, c'est f de z0 fois l'intégrale sur gamma de dxi sur xi moins z0. Mais ça, c'est qui? Cette intégrale-là, c'est exactement l'indice fois 2pi. Ou alors, pour faire apparaître l'indice ici, on multiplie par 1 sur 2pi là, et on obtient f de z0 fois l'indice. Indice de z0 par rapport à gamma, multiplié par f de z0, est égal à 1 sur 2pi fois l'intégrale de f de xi sur xi moins z0. Donc on a enfin montré la formule de Cauchy, et dans la prochaine vidéo, on va en déduire qu'on peut obtenir un développement en série entière. On obtiendra aussi les inégalités de Cauchy, une version améliorée du théorème de Morera, et ensuite on sera paré pour nos grands théorèmes. Merci.